Donc, ce soir, c'est la formation créer des questionnaires Google ou Office. Quand, comment, pourquoi. Donc, c'est un peu pour voir là, qu'est-ce qui s'offre à nous comme possibilité quand on utilise, ces questionnaires-là. Je vais beaucoup, beaucoup montrer des exemples plus faits avec, Google avec, le formulaire de Google, mais exactement les mêmes types de formulaires peuvent se faire aussi avec les outils Office. Donc, juste une chose à voir, que ça va être diffé on va le présenter tantôt là, quand on fait un questionnaire avec Google ou avec Office, on a 2 types, qui s'offrent à nous. Donc un qui est, plus un sondage et l'autre où on va pouvoir donner du pointage, où on a des réponses finalement là, aux questions qu'on pose. Alors ça va se faire un peu en 2 temps. Le premier temps, on va passer à travers différentes diapos que je vous ai déjà envoyées par courriel. Je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de les voir, mais je vais quand même passer à travers tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas là, à m'interrompre. On est un petit groupe ce soir, donc ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, après ça, vers la fin, là, ça va être plus, ça va être vous qui allez travailler dans vos propres questionnaires, puis je vais être là pour vous guider si jamais vous avez des questions. Donc si ça va avec vous, on va commencer. Donc c'est sûr que si on veut faire des questionnaires avec nos élèves, on a des questions à se poser. Je ne fais pas un questionnaire pour faire un questionnaire, il faut que ça réponde à un besoin. Donc quel va être ce besoin-là? Est-ce que c'est pour, vérifier la compréhension des élèves? Est-ce que c'est pour faire une amorce avec les élèves? Est-ce que c'est simplement parce que je veux les questionner pour savoir comment ils se sentent? Donc un peu comme notre questionnement à l'oral ou sur une feuille de papier quand on fait un questionnaire avec ces outils-là, mais il faut avoir un but précis là, derrière la tête, sinon ben, ça ne servira pas à grand-chose de faire ce questionnaire-là. Deuxièmement, ben, OK, j'ai décidé, j'ai un but, mais quel type de questions est-ce que je vais poser? Donc, on va en avoir un petit peu tantôt, là, qu'est-ce que ces outils-là nous permettent de poser comme type de questions. Et la troisième chose, ben, c'est de se poser la question, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour questionner mes élèves? On sait que là, je ne sais pas si, ça se stabilise ou si c'est encore comme, c'était la semaine passée. Il y a beaucoup d'absentéisme dans les classes dû au COVID. Il y a certains profs aussi qui doivent, s'absenter. Donc si on utilise un questionnaire puis qu'on l'utilise bien, mais ça peut être une bonne façon là, d'occuper, une période avec les élèves et de garder des traces de ce qu'ils font et d'être capable de vraiment voir le portrait réel de notre groupe. Donc, je ne lirai pas tout ça avec vous. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise des questionnaires? Bien, il y a plein de raisons différentes. Il y en a quelques-unes qui sont énumérées sur cette diapo-là. Donc, c'est sûr qu'on peut faire un questionnaire pour avoir quelque chose rapidement. Donc, on sait qu'on peut questionner à l'oral, mais des fois, on a des plus gênés qui oseront peut-être pas prendre la parole. Donc, en le faisant par écrit, ça peut être une bonne façon d'avoir des réponses de tout le monde. Ça peut être rapide. Donc, on va avoir des rétroactions rapides de nos élèves. Ça nous donne un portrait de la classe. Donc, rapidement, avec les questionnaires, on a une vue d'ensemble de tout ça. On n'a pas feuilleté 26 pages de nos élèves. On est capable d'avoir tout ça dans une vue d'ensemble. Puis après ça, bien, les résultats qu'on va obtenir vont nous aider à soutenir nos élèves davantage, à valider ce qu'ils savent ou ce qu'ils n'ont pas encore compris. On va pouvoir réajuster de notre côté notre enseignement si nécessaire. Donc, en bout de ligne, le pourquoi, bien, je pense qu'il est vraiment important. Puis, c'est pour ça que je veux vous présenter, ça fait plusieurs capsules que je fais là, sur les questionnaires, mais je pense que ça en vaut la peine parce que c'est un outil qui gagne à être connu pour ceux qui ne l'ont pas encore beaucoup utilisé. Donc, on posait la question tantôt, quand est-ce que je devrais questionner mes élèves? Mais comme dans tout processus là, d'apprentissage avec eux, bien, on doit les questionner avant, pendant et après. Donc, ce questionnaire-là, on va pouvoir l'utiliser de ces façons-là aussi. On va pouvoir faire des questionnaires ou des formulaires pour faire une amorce avec eux ou vérifier leurs connaissances antérieures, faire un portrait rapide de ce que les élèves connaissent déjà. En cours d'apprentissage, mais souvent, on va peut-être faire des petites questions rapides sous forme autocorrectif peut-être pour voir où ils sont rendus. Est-ce qu'ils ont compris ou non ce qu'on essaie de passer comme message? Et ça nous permet à nous et à l'élève aussi de se réajuster parce que l'élève qui voit qu'il y a eu 5 sur 10, il va se poser des questions et dire: «OK, peut-être que je devrais aller voir l'enseignant, peut-être que je devrais demander de l'aide, peut-être que je devrais aller vérifier les ressources qui m'ont été proposées ou la vidéo qui m'a été partagée». Donc, ça va aider l'élève là, à situer et l'enseignant aussi va pouvoir voir là, le portrait de son groupe encore une fois. Et en fin d'apprentissage, bien, on peut utiliser encore une fois le questionnaire comme bilan, donc pour voir où
on en est rendu avec tout ça et ça va faire encore un portrait final de l'élève et du groupe. Donc, quand on le fait régulièrement, ces types de questionnaires-là, on est capable après ça aussi, si on fait le même type plusieurs fois pendant l'apprentissage, donc on utilise le même questionnaire avant, pendant, après, on va être capable de faire une progression de nos élèves. Donc, il y en a certains là, qui fonctionnent peut-être avec des systèmes ABCD, peut-être qu'il y en a qui utilisent des systèmes de couleurs, mais quand j'étais en salle de classe, c'est ce que je faisais avec les élèves. Donc, on les situait avec des couleurs vert, jaune, rouge et on voyait s'il y avait une évolution. Et l'élève qui ne voyait pas d'évolution dans ces couleurs, bien, encore une fois, pouvait se poser des questions. Et à ce moment-là, c'est nos élèves avec lesquels on devait aller porter une attention particulière, puis peut-être faire un petit enseignement ou une petite récupération avec eux. Donc, il y a de multiples façons d'utiliser les formulaires, autant Google que Microsoft en salle de classe. On va aller voir quelques petits exemples ensemble. J'en ai rajouté aujourd'hui, donc comme Lucie disait tantôt, la page que je vous avais demandé d'aller voir la petite vidéo, ben, elle a changé en cours de route aujourd'hui parce que j'ai rajouté beaucoup d'exemples. Malheureusement, mes exemples sont beaucoup, beaucoup du primaire parce que c'est là où j'enseignais, mais c'est quand même du troisième cycle. Donc, on peut quand même voir des choses, des ressemblances avec ce qu'on peut faire ou ce qu'on pourrait prendre de ces outils-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire au secondaire aussi, parce que oui, vous êtes tous du secondaire. Cette activité-là, je la trouve intéressante. Je l'ai utilisée beaucoup quand on est revenu, dans la période de COVID du début, là, où on n'avait pas beaucoup d'élèves. Nos élèves rentraient au compte-gouttes parce qu'ils ne pouvaient pas tous débarquer de l'autobus en même temps. Donc ça prenait un petit quelque chose pour occuper le temps, des élèves, pour pas perdre, justement le contrôle du groupe. Donc il y avait toujours une question plutôt affichée au tableau, ce qu'on appelle l'activité en attendant la cloche ou bell ringer en anglais. Donc, comme je disais, l'activité en attendant la cloche, c'est vraiment là, pour petites questions en lien peut-être avec quelque chose qu'on va voir dans la journée, qu'on va voir pendant le cours ou peut-être qu'on va voir dans les prochains jours. Donc, petite question, ça peut être une petite résolution de problème aussi quand on parle de mathématiques. En français, ça peut être une phrase à corriger. Donc, petite question juste comme ça, pas rien de super complexe, pour nous permettre un peu de voir. Ça pourrait même être une question au niveau de comment se sentent les élèves. Ça pourrait être tu sais, c'est pas vraiment une question qui a une bonne réponse. On peut peut-être partir de c'est peut-être une amorce aussi à ce qu'on veut faire, dans la période qui suit. Donc, petite question, là, ici, est à choix multiple, donc c'est sûr que c'est rapide après d'avoir les réponses des élèves. Donc, on regarde, OK, il y en a tant qui ont eu bien, tant qui ont eu mal, et là, on peut interpréter les réponses avec les élèves. Si c'est une question ouverte, à ce moment-là, ben, on va avoir toutes les réponses écrites de nos élèves. C'est un peu plus rapide à aller voir, mais ça nous donne quand même là, une bonne façon d'avoir un aperçu de ce que les élèves ont compris ou non de ce qui était au tableau. Donc, c'est une petite idée d'activité qui était présentée ici. On avait l'activité de rentrée, on a l'activité aussi de sortie. Il y a plusieurs personnes qui fonctionnent de cette façon-là. Ils appellent ça les billets de sortie. Il y en a qui le fonctionnent de façon papier. Ici, on le fait façon numérique parce qu'encore une fois, rapidement, on peut avoir un aperçu de toutes les réponses de nos élèves. Donc, le billet de sortie, ce que c'est qu'à la fin du cours ou à la fin de la journée, qu'on soit primaire ou secondaire, ça se fait de la même façon. On met une question au tableau. Encore une fois, ça peut être un problème mathématique. Si on est en train de travailler les fonctions, peu importe, ça peut être juste un petit problème au tableau rapidement. Le problème pourrait être même écrit manuellement sur le TNI parce que si vous regardez là, le billet de sortie qui est fait pour répondre à toutes les questions. Donc là, c'est juste, regarde la question au tableau, écris-moi ta réponse. Après ça, nomme-moi une chose que tu as appris aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Pensez à vos élèves qui sont en difficulté. Est-ce qu'ils vont tous vous voir à la fin pour dire qu'ils ont besoin d'aide? Il y en a qui sont trop gênés d'aller vous voir, mais par écrit, ils le feraient. Donc ça, c'est une façon aussi peut-être d'aller chercher ces élèves-là. Puis si jamais l'élève il est à la maison, bien, il y a une façon aussi, là, c'est sûr que là, si on est écrit au tableau et non dans le questionnaire, il ne verra pas la question, mais il serait capable de nous répondre quand même qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui dans ce qu'on y a partagé dans Classroom ou dans Teams et quelles sont les questions, les interrogations qu'il y a par rapport à la leçon aussi. Donc, c'est une autre façon d'utiliser encore une fois le questionnaire. Une autre façon aussi de l'utiliser, c'est question rapide. Ça peut être juste une question pour voir un peu là, avant une leçon. Ça peut être pendant la leçon, même après encore une fois, pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris ou qu'est-ce qu'ils savent déjà de quelque chose. Là, c'est assez simple comme question. Donc, qu'est-ce que
un adjectif ou quelles sont les caractéristiques d'un parallélogramme. Et là, l'élève pourrait écrire ce qu'il pense ou ce qu'il a compris si c'est après une leçon. Et si c'est à la fin, mais on pourrait vérifier là, à la fin de la leçon, est-ce que nos élèves ont vraiment compris? C'est quoi le pourcentage d'élèves qui ont les bonnes réponses, pas bonnes réponses? Est-ce que je devrais refaire un retour sur tout le groupe ou un petit groupe à côté? Donc, ça nous permet là, de mieux intervenir par la suite. Une façon aussi populaire, surtout en ce moment, ça peut être de travailler en classe inversée. Donc, les questionnaires, là, j'ai pas eu la chance de vérifier, mais j'imagine que ça fonctionne aussi avec les formulaires Office. On peut mettre une vidéo YouTube ou un lien vers une vidéo. Donc, si la vidéo YouTube ne s'insère pas directement, ça peut être un lien. Ou une vidéo Vimeo, ou ça peut être une vidéo sur votre Drive si vous l'avez fait vous-même, qui présente la leçon, qui présente le concept, qui présente ce que l'élève a à apprendre. Et après ça, quelques petites questions pour vérifier sa compréhension. Donc, si l'élève n'est pas en salle de classe, c'est une bonne façon pour lui d'être capable quand même de suivre ce qui se passe. Et pour les élèves qui sont en classe, bien, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut être quelque chose, par exemple, surtout au secondaire, qu'on pourrait donner en devoir. Donc, l'élève travaille un peu à l'envers. Il y a la théorique, tout le côté théorique de la leçon à la maison. Il répond aux questions. Le prof reçoit les réponses avant de faire son cours et là, il est capable d'ajuster pour voir, OK, qu'est-ce que je devrais faire de plus avec eux? Qu'est-ce qu'on a besoin de revoir en classe? Et on peut plus se concentrer en classe sur vraiment le côté pratique. Ici, on est en sciences, donc qu'est-ce qu'on peut faire en sciences? Bien, c'est les manipulations. Ça pourrait être un peu la même chose en mathématiques. Là. On montre un concept, on pose quelques petites questions. Rendu en classe, on applique le concept avec les élèves. Donc, c'est une façon là, vraiment intéressante de travailler. Et je sais qu'il y a certains enseignants là, qui utilisent cette façon-là. Surtout au secondaire, mais ça se fait aussi quand même au primaire. Donc, un peu ici, là, une séquence de avant, pendant, après. Là, ici, c'est sûr qu'on est en lecture, mais ça peut se passer là, avec d'autres matières aussi. Donc, on sait qu'avant une lecture, habituellement, on va faire des prédictions aux élèves, on regarde un peu la page couverture, on pose des questions par rapport à ça. Donc, l'activité peut être faite là. Et là, ici, on peut mettre des images, on pourrait même mettre de l'audio si on voulait pour nos élèves. Pendant, bien là, les élèves sont en train de lire le livre, on essaie de voir, OK, qu'est-ce qu'ils comprennent? Donc, question d'interprétation, question de compréhension de lecture. Et après avoir terminé le livre ou la lecture, mais c'est plus des questions d'appréciation, de réaction pour voir qu'est-ce que l'élève a compris, est-ce qu'il est capable de vraiment là, se mettre dans la peau des personnages, est-ce qu'il est capable en bout de ligne, c'est toutes les questions qu'on pourrait revoir aussi dans des examens là, du ministère à la fin de l'année. Donc, on les prépare là, à vraiment tout comprendre ces petites parties-là et les questionnaires peuvent aider dans tout ça. C'est sûr qu'on peut faire d'autres activités qui ne sont pas nécessairement par rapport au questionnaire, mais encore là, si on le fait de cette façon-là, on a des traces. Les traces qui sont toujours là, que l'élève a toujours dans son classroom ou dans son team, c'est que nous aussi, on a toujours de notre côté. Peu importe le type de questionnaire qu'on va utiliser, ce qui est vraiment important, puis ce qui est l'étape essentielle dans tout ça, c'est de faire un retour avec les élèves sur les réponses. Même si si ce sont des questions qui vont s'auto-corriger, un questionnaire au complet qui s'auto-corrige, euh, l'important dans tout ça, à moins que tous nos élèves aient eu 100%, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de choses à revoir avec eux, mais c'est de montrer au tableau. C'est toujours anonyme parce que au début, le nom est là, mais après ça, on ne voit pas le nom des élèves. C'est de regarder le portrait de chacune des questions. De regarder combien d'élèves ont réussi, combien d'élèves, pas qui a réussi, qui n'a pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi et qui ont répondu telle réponse, pourquoi qui ont répondu ça? Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur tête, il y a un raisonnement qui est là-dedans, peut-être des mauvaises conceptions, des préalables qui n'étaient pas là. Donc, c'est de se poser la question, nous, et faire en sorte que les élèves vont se poser la question eux aussi. Parce que des fois, peut-être que notre enseignement est un petit peu tout croche. Nos plus forts ont quand même été capables de se débrouiller, mais les autres n'ont pas compris, peut-être parce que c'est nous qui était le problème. Donc, c'est toujours à poser les questions à deux sens. Pourquoi l'élève n'a pas compris? Puis il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas compris. Est-ce que ça se peut que c'est moi qui ai quelque chose à changer dans mon enseignement? Donc, c'est pour ça ici, la validation du processus, compréhension des erreurs et des réussites. Discussion riche. Vous allez voir, plus on en fait avec les élèves, plus les élèves vont être habiles à essayer d'analyser les erreurs des autres ou leurs propres erreurs. Et ça fait un partage qui est vraiment, vraiment riche dans les raisonnements. En entendant à haute voix nos élèves,
on comprend comment ils réfléchissent dans leur tête. Je l'ai vécu beaucoup, beaucoup avec des situations en mathématiques et j'ai remarqué à partir de ce moment-là que certaines choses vraiment que fallait que je montre différemment. C'est pas que je le montrais pas bien, c'est juste que les élèves le comprenaient pas de la même façon que moi je l'avais appris. Donc juste de parler ces discussions-là, les élèves aussi entre eux vont pas: «Ah, je sais qu'est-ce que tu as fait, c'est pour ça que tu as pas réussi parce que tu as oublié telle étape». Donc on va être capable au fur et à mesure de travailler de ce côté-là ensemble, puis, ça va faire des partages qui vont être vraiment très riches entre eux. Donc ici, des quelques petits exemples comme, on a une question aussi qui est une, question, paragraphe, donc l'élève pouvait écrire, sa réponse. Là, on voit, on peut interpréter les réponses avec les élèves au tableau pour remarquer que certaines réponses peut-être sont pas complètes, certaines réponses peut-être qui ont des erreurs à l'intérieur, donc il y a peut-être des conceptions, erronées à travers de tout ça. Il y a peut-être, il manque de profondeur dans certaines choses. Donc, on peut travailler avec les élèves ce côté-là pour que ce soit encore plus riche, plus complet. Si on pense un peu là, au niveau quand on corrige avec les grilles du ministère, par exemple, on a des fois un, deux ou trois points. Ici, mais avec les élèves, on peut regarder, OK, c'est quelle réponse vaudrait un point, 2 points, 3 points et pourquoi? Donc, laquelle est la plus complète, utilise les bons mots, a des bonnes explications dans tout ça et on peut faire la même chose au niveau des mathématiques si on a évidemment là, quelque chose à expliquer. Ici, côté mathématiques, c'était des petites questions courtes. Les élèves, des réponses courtes plutôt, les élèves avaient à écrire leur réponse qui était un nombre. Et là, on peut voir que certains élèves n'ont pas les bonnes réponses. Et le but dans tout ça après, c'est d'afficher ce graphique-là au tableau et d'analyser les erreurs avec les élèves. Et là, on a eu plusieurs façons de faire des choses. Comment est-ce qu'on fait tout ça? J'ai donné un peu plus, je pense que c'était au mois d'octobre, une formation justement sur le formulaire Google. Euh, je vais remontrer certaines petites choses aujourd'hui, mais il y en a, je pense, qui avaient participé aussi à cette rencontre-là. Donc, si jamais vous êtes à l'aise et vous voulez plus travailler de votre côté et avoir que je sois là juste pour répondre à vos questions, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, ce que je disais tantôt, il y a deux types de documents qu'on peut faire, autant avec les outils Google que Office. Il y a le formulaire, qui est simplement poser des questions pour avoir des réponses, mais il n'y a pas de pointage, pas de correction nécessairement qui est faite ici. Par exemple, un sondage. Je veux savoir, on veut faire une activité à l'école, on veut savoir quelle activité les élèves voudraient avoir, mais là, ils ont à écrire leur choix, ou je veux savoir dans la classe quel est l'animal préféré des élèves, ils vont écrire leur choix, ou ils vont répondre à un choix de réponse, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse de ce côté-là. Par contre, côté questionnaire, à ce moment-là, quand on choisit de faire un questionnaire, c'est qu'on veut poser des questions dont on connaît les réponses. Donc, on veut qu'il y ait une correction. Il va y avoir des points qui vont être donnés aux réponses. Soit que ça va être autocorrectif, donc je vais déjà préétablir les réponses, ça va se corriger tout seul, ou ça peut être correction manuelle. Donc, ça veut dire qu'après que les élèves vont avoir répondu, moi, je dois regarder et dire si oui ou non les points sont obtenus. Des fois, ça peut être un mélange des deux pour avoir quelques réponses à choix multiples, puis après ça, ça peut être des réponses à développement que l'enseignant va devoir corriger par la suite. Donc, c'est à tenir en tête vraiment important. Côté Google, c'est pas trop grave parce qu'en cours de route, on peut changer. Côté Office, à moins qu'il y ait eu un changement, il faut vraiment le décider du début. Soit je prends un questionnaire, soit je prends un formulaire. Je ne peux pas décider en cours de route de changer. Ça ne fonctionnera pas au niveau des pointages. Donc, type de questions qu'on peut poser, que ce soit un ou l'autre des outils, les noms changent peut-être un peu là, si on utilise le questionnaire Office. On a des questions fermées et on a des questions ouvertes. On voit que questions ouvertes, il n'y en a pas beaucoup. Questions fermées, mais c'est nos choix multiples, nos cases à cocher, l'échelle linéaire. Donc, ça, c'est ce qui se corrige facilement tout seul. Les réponses courtes, si on pense par exemple à un nombre qu'on doit écrire en mathématiques, ou une liste déroulante. Donc, on a à choisir parmi une liste qui est donnée. Ça revient un peu au choix multiple. Donc, ces questions-là se répondent facilement, rapidement et se corrigent aussi. Tandis que la question ouverte, qui est la question plus paragraphe, où on peut écrire un texte, mais celui-là, on ne peut pas le faire autocorriger parce qu'il faudrait que l'élève écrive exactement la même chose que nous pour que ça soit accepté. Et on sait que nos élèves font souvent des erreurs d'orthographe et de grammaire, donc ce serait impossible vraiment, à moins d'avoir un copier-coller, que ça fonctionne. Donc, si on utilise ce type de questions-là, il faut garder en tête qu'on va devoir
le corriger nous-mêmes. J'ai laissé quelques idées. Si jamais vous voulez les cliquer, moi je le ferai pas, mais chacune apporte à l'activité au complet. Vous y avez accès si jamais vous voulez les réutiliser. Là, il y en a en français, il y en a en maths, il y en a en sciences. Donc, si jamais vous voulez les réutiliser, il n'y a aucun problème. Là, c'est tout moi qui les ai fait. Il y en a aussi en mathématiques. Donc, si on regarde je vais juste revenir en français ici. Donc, ce qui peut être fait aussi, des grilles de correction. Ça se fait quand même rapidement. Au lieu de tout garder ça sur une feuille, puis après ça, peut-être perdre nos feuilles, mais on peut corriger ou noter nos élèves sur une grille comme celle-là et on a le pointage directement à la fin. Donc, grille de communication orale. Ensuite, activité d'inférence. Donc, on pose une petite question aux élèves, ils doivent nous répondre. Puis après ça, c'est quand on affiche les réponses de tout le monde au tableau qu'on peut voir qui a compris, qui n'a pas bien compris ou qui a fait un raisonnement un peu différent, mais que quand on y pense, peut-être que sa réponse devrait être bonne aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ces petites activités-là avec les élèves et on peut voir souvent au niveau du vocabulaire que c'est là où ça va devenir une difficulté. Ça peut être une petite activité d'écriture aussi et on a vu tantôt l'activité de prédiction. Au niveau des mathématiques, encore une fois, si on pense à notre avant, pendant, après, il y a différents types d'activités qui peuvent être utilisées. Il y en a qui peuvent être utilisées aussi comme activité en attendant la cloche. Je pense ici à la dernière activité, que préfères-tu? Donc ça, c'est quelque chose aussi que je faisais souvent. J'affichais ça au tableau. Les élèves devaient choisir un choix ou l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est le raisonnement ici là, qui va être intéressant à entendre chez les élèves. Donc là, il va y avoir un petit débat, non, c'est ça, non, c'est ça. Et là, ils vont expliquer, mais là, tout va avoir été expliqué à l'écrit. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ceux qui sont plus gênés vont quand même avoir eu la chance de dire ce qu'ils pensent. Ça peut être des activités pour vérifier les concepts. Donc, ici, c'est à choix multiple. Donc, on veut savoir, selon ce qu'on t'a proposé, est-ce qu'on cherche l'air, le périmètre ou le volume. Donc, ça pourrait se faire sur plein de concepts mathématiques. Ça peut être encore ici, on a un jogging. Donc, un jogging qui peut être fait avant, pendant, après, pour voir un peu l'évolution de tout ça. Et quel est l'intrus? Donc, encore une fois, c'est une activité qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est selon le raisonnement de l'élève qu'on va pouvoir voir s'il a raison ou pas. Donc, ça, c'est toutes des petites activités qui sont intéressantes. Puis, ce qui est le plus dans tout ça, c'est qu'on peut afficher les réponses au tableau et avoir une discussion par la suite qui va être enrichissante pour tout le monde. Au niveau des sciences, encore une fois, le même type. Donc, on peut avoir des choix multiples pour vérifier certains concepts. On pourrait avoir, ici, on a soit le choix d'utiliser une activité pour faire des hypothèses ou ça pourrait être pour vérifier les connaissances à la fin d'une activité. Et là, on peut corriger en groupe encore une fois. Et ici, on a une autre façon de faire un peu l'activité inversée. Ce n'est pas une vidéo YouTube, c'est un lien vers une vidéo qui est dans le Drive. Encore une fois, on écoute la vidéo, on répond aux questions et là, on peut voir ensuite, l'enseignant peut voir s'il y a des petites choses à revoir avec les élèves ou non. J'ai laissé dans le slide aussi les informations vers Office et Form pour créer des formulaires. Je vais être là pour vous en donner plus d'informations aujourd'hui. Celui de droite ici, c'est la formation que j'avais donnée en début d'année. Donc, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus longue. Celle-ci, je pense une dizaine de minutes. Elle ici est près d'une heure, mais elle est beaucoup plus complète. Elle présente un peu là, une certaine partie de ce qu'on a vu aujourd'hui, plus comment vraiment faire des formulaires. Donc, ça va être à votre tour maintenant. Donc là, je vais juste ouvrir un Classroom. Ce que je vais faire, je vais aller dans mon Classroom. Donc, vous avez encore une fois, comme avec les autres outils, Google Doc, Google Slide ou peu importe, vous avez l'option soit de créer votre formulaire dans votre Drive ou le créer directement dans le Classroom. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le Drive, je vous suggère d'aller carrément tout de suite dans le Classroom. Et comme on a fait pour les autres outils, on fait créer, devoir. Et notre petit plus ici nous permet de rajouter notre formulaire qu'on va créer. Donc, on crée un devoir et dans le plus, formulaire. Et c'est à partir de là que la magie va se passer.
Donc là, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Moi, j'appelle toujours tout test. Donc, quand on écrit soit là ou là, aussitôt qu'on clique un ou l'autre, ça va s'écrire la même chose. Puis si jamais vous changez de nom par la suite, aucun problème, vous pouvez changer votre formulaire de nom. Donc là, vous avez votre titre de formulaire. Puis ensuite, vous êtes capable de donner une description si vous voulez. Ça peut être des consignes à l'élève. Juste vous avertir, par contre, cette écriture-là va être toute petite, petite, petite quand vous allez le donner aux élèves. Ils peuvent le voir, là, mais ce n'est pas quelque chose là, qui va vraiment là, flasher à leurs yeux. Donc là, on l'a nommé, il existe. Ce qu'on va juste regarder avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a 3 onglets vraiment importants en haut ici. Donc, il y a l'onglet questions, qui est là où vous allez tout construire votre formulaire. L'onglet réponses, donc une fois que vos élèves vont commencer à répondre, vous allez recevoir les réponses ici. Et l'onglet paramètres. Donc, c'est cet onglet-là qui va vous permettre de choisir si vous voulez avoir un questionnaire ou un formulaire. Donc là, pour l'instant, vous êtes en mode formulaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de pointage, il n'y a pas d'autocorrection qui peut se faire ici. Donc, ça va être à vous autres de décider quel type de formulaire vous voulez faire ou quel type de questionnaire. Là, on va faire attention aux mots qu'on utilise. Donc, si je veux le convertir en questionnaire, donc je vais être capable d'avoir des réponses qui vont être notées, j'ai juste à activer ça ici. Et là, il va arriver avec plein de petites options en dessous. Au niveau des notes, donc je peux dire les élèves vont recevoir leurs notes tout de suite après l'envoi. Donc, eux, ils vont répondre, ils cliquent envoyer, ils vont avoir leurs notes. Ça, c'est une bonne idée si toutes les questions que j'ai données ont une validation rapide. Donc, choix de réponse, case à cocher, réponse courte, par exemple, qui serait un chiffre ou un nombre. Mais si jamais j'ai du texte, j'ai des paragraphes, j'ai des phrases un petit peu plus longues, je suis peut-être mieux de faire qu'ils vont recevoir leurs notes après la révision manuelle. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que si vous avez, par exemple, 5 choix de réponse, puis 2 réponses longues, puis que l'élève reçoit tout de suite son pointage, mais les 2 réponses longues, pour lui, vont être identifiées comme 0. Donc, si ta question valait 3 points, ça va être 0 sur 3, 0 sur 3. Puis l'élève va dire, mais madame ou monsieur, j'ai eu juste 3 sur 10, pourquoi? Donc, pour éviter ça, si vous avez des révisions manuelles à faire, je vous suggère peut-être de choisir après la révision manuelle. Si c'est juste des choix de réponse, des cases à cocher, des choses qui ont une évaluation, vous allez avoir écrit une petite réponse en dessous de la question, vous pouvez choisir le premier onglet. Au niveau de mode verrouillé sur les Chromebooks, dès que vous avez des ordinateurs EHDA dans la classe, cochez pas ça, ça donne absolument rien parce que sur les ordinateurs EHDA, ça ne sera pas verrouillé. Ce que ça veut dire, le mode verrouillé, c'est que les élèves, une fois qu'ils vont ouvrir leur questionnaire, ils ne peuvent pas ouvrir d'autres onglets sur leur Chromebook. Mais là, si vous avez 2 modes de fonctionnement dans la classe et des élèves qui c'est verrouillé, d'autres que ce n'est pas, bien, peut-être que ce n'est pas une option. C'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé avec mes élèves. Là, après ça, vous avez d'autres options ici. Est-ce que vous voulez que les élèves voient les questions qui ont bien répondu, qui n'ont pas bien répondu? Est-ce que vous voulez que OK, il y a plein de choses que vous pouvez cocher. Je ne les lirai pas toutes avec vous. C'est plein de choses que vous pouvez regarder par la suite. Et ici, par défaut, on peut donner un pointage. Le pointage peut changer n'importe quand, mais c'est juste que par défaut, si jamais tu oublies de donner un pointage, ça va écrire 1 à côté. Donc, vous pouvez changer ça ou le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau des réponses, pour vous, vous voulez collecter les adresses de courriel. Parce que si vous mettez pas ça en couleur ou que vous n'avez pas écrit le nom de l'élève en haut, bien, vous ne saurez pas qui a répondu quoi. Donc, ça va être vraiment important. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit en panique la semaine dernière. J'ai fait des questionnaires, mais là, je ne sais pas qui a répondu parce que j'ai oublié de cocher telle chose. Donc, c'est vraiment important de ce côté-ci. Puis, je crois que vous êtes capable de le faire par défaut. Ou ce que vous mettez là par défaut, ça va être comme ça. Il faudrait juste vérifier, là, mais la semaine dernière, là, on a fait quelque chose, puis c'était par défaut. Donc, automatiquement, si tu veux le changer, il faudrait que tu ailles le décocher. Les élèves peuvent recevoir une copie de leur réponse par courriel s'ils veulent. Au secondaire, ça vaut peut-être la peine. Il y en a qui aiment peut-être avoir ça. Au primaire, ils n'utilisent pas le courriel, donc c'était pas nécessairement recommandé. Mais ici, là, vous avez différents choix.
L'élève, est-ce qu'une fois qu'il a fini, peut retourner modifier ses réponses ou non? C'est une autre option qui est donnée. Et si jamais vous envoyez votre questionnaire à l'extérieur de votre classe, bien, si jamais vous voulez, par exemple, envoyer un sondage aux parents, les parents ne sont pas membres du Centre de service scolaire des Hauts-Bas de l'Outaouais, donc il faudrait enlever ça ici, sinon ils ne pourraient pas répondre. Autre chose aussi, si vous envoyez quelque chose aux élèves, vous voulez qu'ils répondent juste une fois, assurez-vous de le cocher une réponse maximum. Parce que sinon, ben, ton élève pourrait répondre 2 fois, puis toi, tu aurais 2 fois dans tes réponses ce qu'il va avoir envoyé. Au niveau de ça ici, je ne passerai pas à travers ça avec vous. Ça, c'est plus quand vous allez être rendu dans une utilisation plus loin. OK, c'est ici. Valeur par défaut. Si vous voulez que vos élèves, ça se peut toujours récolter leur adresse courriel, donc ce serait ici. Je l'ai fait cocher tantôt, là, mais si vous le cochez ici, ce serait pour tous les prochains formulaires que vous avez à aller faire. Ce serait comme ça. Et paramètres de questions, si vous voulez rendre les questions obligatoires par défaut, parce que ça aussi, il y a certaines questions, si vous ne les mettez pas obligatoires, les élèves pourraient juste les sauter. Ou des fois, ça se pourrait que vous ne voulez pas qu'ils soient obligatoires. À ce moment-là, vous aurez juste à décocher la réponse. Donc, ça, c'est juste au niveau des paramètres. Il y a quelques petites vidéos là, qui expliquent comment ça fonctionne si jamais là, vous avez besoin de le revoir. Mais c'est important de savoir que toutes les options de paramètres se retrouvent ici. Principalement, vous voulez faire reconnaître les adresses courriels et peut-être une réponse maximum. Ce serait quelque chose peut-être d'important pour vous. Si on revient au milieu, au plus important, qui est nos questions, vous avez ici votre barre pour créer vos questions. Donc là, j'en ai déjà une par défaut qui est créée. Si je vais ici, là, c'est un choix multiple, mais je pourrais venir choisir autre chose. Ce que je vous nommais tantôt, réponse courte. Donc, vous voulez que vos élèves écrivent leur nom, écrivent leur âge, écrivent leur animal préféré, écrivent un nombre. Réponse courte, c'est vraiment petit. Si vous voulez avoir une phrase ou plus, on irait plus vers paragraphe. Donc, je vais juste vous montrer ce que ça a l'air comme différence ici. Donc, réponse courte. Paragraphe, ça n'a pas l'air vraiment différent, mais quand l'élève va répondre, ça va être différent au niveau du visuel. Ensuite, choix multiple, et ça le dit, donc on a un choix de réponse. Il y a juste une option décrite ici, mais dès que j'écris là, que je rajoute, ça va me rajouter des options. Si je ne les veux plus, mes options, j'ai juste à les enlever. Si je veux donner un choix de réponse, mais que l'élève pourrait écrire sa propre réponse, on pourrait dire ajouter autre, et là, à ce moment-là, l'élève pourrait écrire sa propre réponse. Parce qu'on a dit que c'était un questionnaire tantôt, j'ai clé de correction en bas. Fait que je vais juste écrire ici, là. C'est comme si j'avais un choix. Je vais enlever lui. B et C. Donc là, j'ai le choix A, le choix B, le choix C. Donc, si je veux que ça s'autocorrige, il faut que j'aille dire quelle est la bonne réponse. Donc, je vais cliquer dans clé de correction et on va imaginer que la bonne réponse, c'est la réponse B qui vaut 1 point. Si je veux qu'elle valde 2 points, je vais juste rajouter ici. Et important, j'écris terminé à ce moment-là. Moi, je le vois, l'élève, évidemment, ne le voit pas. Je vais juste écrire là. Juste bonjour. Et si je veux voir ce que l'élève voit, j'ai le petit œil en haut ici. Et là, je vais voir de son côté. Il voit bonjour, il voit les réponses. Là, je vais dire qu'il va choisir C. Il va l'envoyer. L'élève va pouvoir voir son résultat. Donc, il a eu 0 sur 2. La bonne réponse était B. Donc, toutes les options que j'avais tantôt de dire est-ce que je donne la bonne réponse ou pas, si vous ne voulez pas que vos élèves s'échangent les bonnes réponses, peut-être que vous allez décider de ne pas choisir la bonne réponse. Donc, à ce moment-là, il va juste savoir que C n'est pas la bonne réponse. Si moi, je retourne voir dans mon questionnaire, là, je vois que réponse a maintenant un 1. Ça veut dire qu'il y a un élève qui a répondu. Je peux aller voir ce qu'il a répondu. Il a répondu la réponse C. Donc là, au fur et à mesure que les élèves vont répondre, on va rajouter ici pour voir là, qui a la bonne réponse ou pas. Quand c'est une bonne réponse et qu'il y a un graphique, la réponse, ça va être en vert. Donc, même chose pour tous les autres types. Donc, case à cocher, c'est qu'on a plus qu'une bonne réponse. Liste déroulante,
Ça ressemble un peu à ça ici, mais on va le voir plus. C'est un petit triangle là, qu'on va. Ah, là, je pourrais pas parce qu'elle a déjà répondu. Donc, c'est juste, ça devient une petite icône comme ça. Puis quand tu cliques ABC, va apparaître, il va choisir la bonne. Ensuite, téléversement de fichiers. Je ne pense pas que vous êtes là pour l'instant, mais l'élève pourrait, dans son questionnaire, téléverser une photo, une vidéo, un document. Donc, il peut avoir quelque chose je pense peut-être à un rapport de laboratoire. Donc, il pourrait avoir pris des photos et rajouter ces photos à son formulaire. Échelle linéaire, mais c'est pour 1, j'ai aimé, j'ai pas aimé, 5, j'ai beaucoup aimé. Donc, l'élève pourrait avoir une échelle graduée. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe, grille à choix multiples ou grille de cases à cocher. Donc, grille de cases à cocher, par exemple, ça pourrait être pour une grille de nombres. Là, je pense au nombre premier, au nombre composé. Donc, j'ai une série de chiffres. Et là, j'ai nombre premier, nombre composé ou nombre pair, nombre impair. Et là, l'élève va à cocher toutes les bonnes réponses dans tout ça. Donc, ça, c'est une autre option à faire ici. Je n'irai pas plus loin dans les questions comme celle-là parce que je veux vous laisser du temps à travailler dans tout ça. Seule chose que je veux vous montrer, je vais juste vous montrer comment vous recevez ces réponses-là. Donc là, vous allez arriver après ça dans votre Classroom. Vous allez voir là, je vais juste choisir un autre devoir, le jogging janvier numéro 3. Si je clique ici, je vais aller dans mon document que j'ai envoyé aux élèves. Si je clique ici, j'affiche le devoir et là, je verrai le nom de tous mes élèves. Donc là, souvent, les premières fois que les profs vont utiliser le questionnaire, ils vont m'écrire « Je ne vois pas les réponses de mes élèves. Je vais dans le Classroom, c'est vide. » C'est normal qu'ici, il n'y ait rien. Parce que les réponses des élèves au jogging, moi, je vais les voir dans le document original que j'ai créé. Donc, je vais juste cliquer dans mon questionnaire, dans mon jogging. Là, je suis dans le questionnaire, mais si je vais y aller en mode édition, donc là, je suis comme un élève. Donc, je pourrais répondre au questionnaire. Si moi, je veux retourner en mode édition, en mode prof, le petit crayon qui est en bas à droite va me rapporter à l'intérieur du jogging. Et là, je pourrais aller voir, là, je pense que mes élèves n'ont pas répondu. Ah non, j'ai 13 élèves qui ont répondu, donc je peux aller voir les réponses ici. Moi, je sais quel élève a répondu. Je sais le score des élèves, mais quand je vais le montrer au tableau, je vais m'assurer que ça n'apparaît pas. Je peux voir le score des élèves. Donc, au fur et à mesure que les élèves vont finir de répondre, le graphique va s'adapter aux réponses. Et là, on peut faire une lecture avec les élèves de tout ça. Juste à partir des pointages qu'ils ont obtenus, on peut regarder, OK, les élèves, ça se situe quand même à droite. On n'a pas d'élèves en bas de 50 mais combien d'élèves à peu près on devrait, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire là, on parle du jogging, donc un jogging à l'autre, on devrait plus s'en aller vers la droite. Donc, on peut, après ça, sortir les graphiques de tous nos joggings, les analyser ensemble, puis faire plein de choses par rapport à ça. Et là, j'ai accès à chacune des réponses des élèves sous forme regroupée. Donc là, on a les choix de réponses. On a différentes réponses comme celle-là. Donc là, on voit qu'ici, 100% des élèves ont répondu correctement. Donc, plein de choses à analyser avec eux. Donc, quand on va dans le Classroom, c'est ce qu'il faut faire. On retourne dans le jogging et on pèse sur le petit crayon pour être en mode édition. Donc, souvent, c'est cette petite chose-là là, que les gens oublient. Ils font appel à moi, je leur réponds, c'est rapide. Il n'y a aucun problème. Si jamais vous êtes pris, vous avez oublié cette petite partie-là, n'hésitez pas à crier à l'aide. Je vais être là pour vous autres. Donc, si on va dire, par exemple, c'est tous des choix de réponse, l'élève répond, à la fin, il peut avoir directement sa note. Puis toi, dans ton Classroom, après, je vais juste te montrer quelque chose, là. Je pourrais peut-être pas, j'ai pas de réponse ici. J'ai pas les bons élèves avec les bonnes réponses, je sais pas si ça va marcher. À la fin, quand tous les élèves ont fini ou même en cours de route, ce que tu peux faire, là, ça se peut que j'ai pas de notes qui vont apparaître parce que c'est pas les mêmes élèves que j'ai dans le Classroom, fait que ça risque de pas fonctionner. Tu peux importer les notes. Fait que toi, une fois que c'est fini, tu peux aller voir dans le jogging, il n'y a pas de problème, mais tu peux aussi importer les notes. Ça risque de pas rien faire. Comment tu as fait ça? Tu as fait où, Mélanie, pour ça? Là, importer. Tu le vois, importer les notes. Puis là, si j'avais les bons élèves, là, les notes apparaîtraient ici.
Donc là, tu vois que Bon. normalement, ça va aller là. Puis après ça, mais ce que tu peux faire, ce que je vais faire, là, je vais aller dans un jogging que j'ai vraiment avec les bons élèves. J'ai élève 2. Je trouve un autre questionnaire à quelque part. OK, je vais aller répondre ça. Je pense pas que mon élève va avoir une bonne note. Donc, je vais aller comme élève. Et là, il va arriver à la fin, il va afficher sa note. Puis là, il va voir le jogging au complet. Avec, là, je pense pas qu'il y a eu 0 sur 10, là, j'ai répondu n'importe quoi. Il voit toutes ses réponses. Puis là, il peut voir s'il y a bien, s'il y a mal. S'il y a mal, il va voir c'est quoi les bonnes réponses. Donc là, il passe à travers tout ça. Puis là, si je retourne du côté du prof, je devrais être capable d'avoir sa réponse à lui. Donc là, j'ai un élève qui l'a remis. Je vais aller dans afficher le devoir, importer la note. Et là, normalement, côté d'élève 2, j'ai vu qu'il y avait 0. Après ça, ce que je peux faire, c'est que je peux aller, si je clique à côté de son nom, je peux aller rendre sa note. Ça veut dire que là, il va comme si j'avais fait un Google Doc, un Google Slide, puis je l'avais noté. Mais là, si je retourne dans le classroom de l'élève, pourquoi que j'ai pas ça? Donc, je vois qu'il a été noté. Puis s'il affiche son devoir, je devrais voir ici qu'il y a eu. Ici. Je vois ici là, qu'il y a eu 0 sur 10. Fait qu'en plus de le recevoir, si l'élève dit ah, j'ai oublié c'est quoi j'ai eu. Donc, toi, tu y as accès, tu peux aller le voir dans le jogging, mais aussi, une fois que tu vas avoir importé les notes et rendu le devoir, à ce moment-là, il va être capable d'avoir sa note. Puis, le parent, si jamais il va dans le classroom, il va voir aussi là, quelle note l'élève a reçue. Donc, là, tu as différentes options. Si c'est une vidéo YouTube, quand tu vas pour Ouais. créer ton questionnaire, tu as directement ici ajouter une vidéo. Là, tu vas aller Puis là, chercher, tu vas faire un copier-coller de ton lien. Je vais aller me chercher une vidéo YouTube vite faite. Je pense, tu peux peut-être faire une recherche directement là, je suis pas sûre. On va les mettre une chanson parisienne. Là, la vidéo va apparaître directement là. Puis là, ben, je vais te mettre en mode de visionnement. Là, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que ça a l'air. Pourquoi que ça fait ça? OK, probablement, ça a juste donné que j'ai pris une vidéo là, qu'on n'avait pas les droits, là, mais normalement, ça fonctionne très bien. Si jamais c'est pas une vidéo YouTube, par exemple, c'est une vidéo que toi, tu as fait ou puis il est dans ton drive ou il est ailleurs, mais à ce moment-là, ça te prend absolument un lien pour que l'élève puisse cliquer dessus. Mais là, tu peux le mettre directement en texte. Toi, tu ne le vois pas quand tu es en train t'es en mode édition, mais l'élève va le voir quand il est en mode questionnaire. C'est ce qui est le fun, c'est j'ai pas dit tantôt, j'ai oublié ce bout-là, vu que vous êtes plus au secondaire, mais dans les choix de réponse, vous êtes capable autant dans la question, vous pouvez mettre, je vais revenir ici, là,
Dans la question, on peut mettre une image, mais dans les choix de réponse aussi, on peut mettre des images. Donc, des fois, les élèves en difficulté, les élèves en adaptation scolaire, c'est quelque chose aussi là, qui peut être aidant pour eux autres. Puis, le petit truc aussi, là, la touche Windows avec la touche point vous permet, oups, je suis pas dedans, vous permet d'avoir accès à des emojis que vous pouvez rajouter là, dans votre questionnaire aussi. Fait que des fois, ça peut aider les élèves à se repérer. Ou ça met aussi là, de la couleur un peu dans notre questionnaire pour être un peu plus attrayant pour les élèves. Comme il reste juste quelques minutes avant 5 heures, je ne vais pas vous presser, là, je peux rester, pas de problème. Je vais juste vous dire avant qu'il y en ait qui quittent, il y a la possibilité d'obtenir un badge avec Campus Récit pour votre participation à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, dans le document là, que je vous ai envoyé, il y a toutes les informations. Si jamais vous n'êtes jamais inscrit sur Campus Récit, vous pouvez créer votre compte soit avec votre adresse, votre compte Google ou votre compte Office, un ou l'autre, ça ne dérange pas. Et vous allez pouvoir obtenir votre badge qui va rester dans Campus Récit. C'est une badge officielle là, qui vous est remis. Si jamais ça ne fonctionne pas, juste me le dire là, parce que je suis en appropriation avec ce fonctionnement-là. Ça a fonctionné la semaine dernière, donc on va espérer que ça fonctionne encore cette semaine. Donc, si vous voulez avoir votre badge, vous pouvez aller la chercher en cliquant là, sur les liens qui sont là. Fait que s'il y en a qui veulent nous quitter, aucun problème. Si jamais il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Là. Si je peux vous répondre par courriel, pas de problème. Si je ne suis pas capable parce que c'est plus difficile, on peut se rencontrer en Teams. Là. Je suis là pour vous autres. Quand vous assistez à ces rencontres-là, vous avez la priorité dans mes engagements. Fait que si jamais vous voulez nous quitter, aucun problème. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis si vous voulez rester encore quelques minutes, je suis là pour répondre à vos questions encore.